Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors, j'entends beaucoup de choses dans les médias et honnêtement, je me demande si les personnes sont en train de jouer la comédie et de faire les étonner quant aux mesures de Trump ou si vraiment ils croient à ce qu'ils disent. Ok, parce que j'ai quand même un petit peu de mal à comprendre comment on peut imaginer que Trump, actuellement 700e fortune mondiale, qui pèse pour 5,1 milliards de dollars, serait le seul milliardaire qui n'a strictement rien à faire d'une baisse de actuellement plus de 13% sur le S&P 500. Hier, le S&P 500, le 3 avril 2025, a clôturé avec sa plus forte chute depuis la période Covid, depuis mars 2020. On est dans une grosse période d'incertitude. Trump, qui pendant son premier mandat n'avait que la Wall Street à la bouche, qui ne faisait que des tweets pour rassurer Wall Street, pour accélérer l'économie, pour faire en sorte que tout aille de plus en plus vite, que les marchés aillent de plus en plus haut, etc. Il voulait être le président qui a totalement fait bondir la bourse. Et là, en 2025, il serait le président milliardaire qui n'a strictement rien à faire de Wall Street et qui provoque intentionnellement la plus grosse récession que les États-Unis ont eue depuis des dizaines d'années. D'accord? Donc là, quand même, ça doit vous faire tiquer et ça devrait faire tiquer n'importe qui. Ok? Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo mon point de vue. On va parcourir ensemble le graphique du S&P 500, le graphique du Bitcoin, on va faire un tour sur l'analyse on-chain, les sentiments de marché, et j'ai quelques indicateurs vraiment très très intéressants à vous montrer, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc je vous le disais, aujourd'hui on est en baisse de à peu près 13%, le S&P est aux alentours des 5370 points hein, en préouverture à l'heure où on se parle. Les héliotistes verront une évidente vague ABC de correction, hein. Donc ici, on a eu une vague A, ici, sur ce premier mouvement baissier qui nous a amené jusqu'aux 5500 points, un rebond, et ensuite, eh ben, potentiellement, AB égale CD. Donc ici, on reporte cette distance, et ça nous amène tout doucement, alors je vais faire un copier-coller, ça nous amène tout doucement sur notre fameuse résistance, actuellement ici aux alentours des 5100 à 5150 points sur le SP500. Alors est-ce qu'on aura besoin d'aller jusque-là ou est-ce que le marché va se retourner avant? On verra bien ce qu'il en est. Actuellement, le scénario que je privilégie, c'est plutôt un scénario comme celui-ci, avec plutôt un rebond sur cette zone des 5260 points. Donc hier, on a fait une clôture assez baissière le S&P 500. On est venu enfoncer le support qu'on avait sur les 5500 points. Si vous me suivez et que vous regardez mes vidéos, vous savez que ici, j'identifie une pattern qu'on avait pu avoir justement par le passé, exactement ici en 2016, hein, sur la récession qui était provoquée par la baisse du pétrole, enfin la crainte de récession qui était provoquée par la baisse du pétrole, le ralentissement de l'économie chinoise, etc. Et ici, on avait eu exactement la même pattern, avec ici un support qui avait été tenu. Moi, je m'attendais à un sell the news aux alentours du 2 avril, avec cette journée du 3 avril. Mais voilà, pour confirmer ce scénario, il faut que ici on enfonce ce support, hein, vous voyez qu'il avait été enfoncé, mais qu'il soit très rapidement repris. Le sujet, c'est que hier, les news ont été quand même particulièrement baissières. On a eu des répliques forcément de la part de la Chine, de la part de l'Europe, qui réfléchissent à taxer les GAFAM, etc. Et donc on pourrait avoir plutôt quelque chose comme on a juste ici, d'accord? Juste là, avec justement un support qui a été retravaillé, etc. Puis une cassure franche qui enchaîne quelques bougies rouges, incertitude, jusqu'à atteindre un climax et nous faire un gros V-bottom. Donc ça, c'est un scénario qui est assez probable. Euh, Mon point de vue, c'est que on est toujours bullish, largement. C'est assez clair pour moi ce qui est en train de se jouer, surtout avec le move qu'a fait Donald Trump, hein. Vous voyez que Trump n'a que faire de la bourse, hein. Il a à peine esquissé un mot sur Wall Street en disant qu'il y aurait une baisse des impôts qui allait accompagner ses droits de douane et que du coup Wall Street allait s'en sortir très bien, etc. Mais il sait très bien, ça fait 40 ans qu'il est investisseur, ça fait plus de 40 ans qu'il est investisseur,
et il s'est forgé dans le New York des années 80, etc. Il sait ce que c'est que l'investissement, il sait ce que c'est que les négociations et il sait ce que c'est que d'investir en bourse. D'accord? Comme tout bon milliardaire qui se respecte, il est conseillé et toutes les informations que vous avez et que j'ai, il les a également et il en dispose de beaucoup plus. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Il faut arrêter de le prendre pour quelqu'un de stupide. C'est pas devenu un idéologue comme ça en 4 ans. Entre 2020 et 2024, il s'est pas complètement métamorphosé, donc il faut rester conscient de ça. Ici, il est délibérément en train de faire chuter le marché et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour appuyer mon propos, je vais vous montrer ici la tête de l'action du média de Trump, hein, Trump Media and Technology Group, qui a été coté en bourse sur le Nasdaq. Vous voyez qu'ici, on a une courbe, ça ressemble à votre altcoin préféré, hein, qui s'est fait exploser depuis le début de l'année, hein. Vous voyez qu'ici, entre l'investiture de Donald Trump et les niveaux actuels, on est en baisse de moins 60%. Alors, vous devez savoir que ça correspond quand même de manière non négligeable à sa fortune. Ça contribue de manière non négligeable à sa fortune. Et donc, vous devez vous douter que Trump n'a pas vraiment envie de voir 60% de la cotation de son entreprise, de son groupe, chuter sur le Nasdaq. D'accord? Il n'en a pas du tout envie, ça contribue à sa fortune, il perd beaucoup d'argent, et si c'était pas intentionnel, ce serait très stupide. Et vous devez absolument pas douter du fait que Donald Trump n'est pas stupide. Alors vous allez me dire, pourquoi faire ça? Pourquoi faire chuter délibérément le S&P 500? Eh bien tout simplement parce que le problème, c'est le problème qu'a rencontré Donald Trump pendant tout son premier mandat, c'est la Fed est actuellement totalement décorrélée du pouvoir de l'administration américaine. Trump n'a pas la main sur le pouvoir monétaire, d'accord, sur l'impression monétaire. Alors il a un pouvoir sur l'impression monétaire lié à la dette, puisque actuellement il peut lever de la dette, il peut décider d'être en déficit, baisser les impôts et être de plus en plus en déficit. Pour ça, il va donc créer de la dette et cette dette va être achetée par les investisseurs du monde entier et ça va, comme ça, déclencher de l'impression monétaire. D'accord? Il y a quand même beaucoup d'impression monétaire actuellement qui se fait via la dette, mais la première création monétaire, elle se fait par la Fed. Et actuellement, vous avez forcément déjà vu ce graphique, ok? La liquidité globale qui est actuellement en train de monter. Globalement, depuis début janvier, on a une liquidité mondiale qui est en train de monter. Mais ça, c'est justement une courbe qui regroupe les 21 plus grandes banques centrales du monde entier. Et vous avez justement, surtout, c'est drivé par l'Europe et drivé par la Chine. Les États-Unis, eux, de leur côté, restent assez prudents. On a un bilan de la Fed qui est toujours en quantitative tightening, alors d'ailleurs qui n'est plus en quantitative tightening depuis le 1er avril, hein. Donc c'est-à-dire qu'on avait une réduction de la liquidité pendant un certain nombre de mois et d'années d'ailleurs, et depuis actuellement quelques jours, on a la fin du quantitative tightening. Alors on n'est pas au quantitative easing, donc c'est-à-dire on n'est pas à la planche à billets, mais on n'est pas non plus à la planche à billets inversée, c'est-à-dire à la vente des actifs détenus par la Fed. Ok, donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire que la pression vendeuse de la Fed est en train de s'estomper, mais ici on n'a pas d'augmentation de liquidité de la part de la Réserve fédérale américaine. Et vous savez, comme tout le monde, que c'est les États-Unis qui drivent les marchés financiers, c'est là où on a le plus de liquidité, donc si la Fed se décide à imprimer, ce sera là que les marchés vont augmenter. Alors maintenant, vous êtes Donald Trump, vous êtes président des États-Unis, vous avez la possibilité de faire la pluie et le beau temps sur les marchés financiers, mais il vous manque l'impression monétaire. Alors comment vous pouvez faire pour forcer la Fed à imprimer? Et vous commencez à me voir venir. En fait, c'est tout simple. Jérôme Powell l'a dit dans tous ses discours, il a dit actuellement l'économie américaine est très forte. L'économie, la bourse est en croissance, les fondamentaux se tiennent bien, on n'a pas de hausse du chômage, l'inflation est toujours un peu haute, mais elle commence à baisser, l'économie reste forte, je n'ai aucune raison de commencer à baisser les taux. J'ai aucune raison d'aller imprimer de l'argent, nous ne sommes pas en crise, donc on va rester sur les niveaux actuels des taux et on verra bien ce qui va se passer sur les prochains mois, sur les prochaines années et petit à petit, s'il y a besoin,
je viendrai baisser les taux. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, et Donald Trump le sait très bien. Si il veut augmenter la planche à billets, la seule solution, c'est de provoquer une crise éclair sur les marchés financiers. Comme vous savez, la Fed a tellement peur qu'une crise financière se transforme en crise économique, et donc crise financière, c'est-à-dire sur les marchés financiers, se transforme en crise économique, c'est-à-dire sur l'économie réelle, qu'on ait une hausse du chômage, qu'on ait des gens qui ne puissent plus emprunter, qu'on ait une crise immobilière, etc., qui soit beaucoup plus profonde. Le rôle de la Fed, c'est justement d'éviter ça. Et à leur disposition, ils n'ont pas 50 options, hein. Ils ont la baisse des taux et ils ont l'impression monétaire, d'accord, le quantitative easing. Donc ça, c'est justement leur lance à incendie quand il y a un feu. Et Donald Trump, son idée, c'est de venir créer un feu rapide, un feu de paille, qui irait très vite, très bas, et suite à ça, qui pourrait réenclencher une phase haussière très puissante liée à l'impression monétaire. Typiquement, ce qu'on a eu pendant l'époque Covid. Ici, vous avez eu un crack éclair, vous avez eu une réaction extrêmement puissante de toutes les banques centrales du monde, dont la Réserve fédérale américaine, qui a décidé d'augmenter très fortement son quantitative easing et nous faire une augmentation très très forte des marchés financiers liés à ça. On a eu un rebond de près de 120% sur le S&P 500, ce qui est tout simplement énorme, hein, pour ce genre de marché. Et c'est exactement ce qu'on pourrait avoir actuellement sur les marchés US. Et j'en veux pour preuve. Ce tableau-là, c'est le tableau qui retrace justement les baisses de taux anticipées par les acteurs de marché sur les prochaines réunions de la Fed. D'accord? Donc ici, actuellement, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, voire oui, potentiellement 5 baisses de taux sur l'année 2025. Donc ça, c'est très intéressant parce que maintenant, on est en train de cibler 5 baisses de taux sur l'année, alors qu'on n'en ciblait que 4 il y a de ça une semaine. Et ça, c'est la preuve que justement, la technique de Trump est en train de marcher. Parce que tout simplement, actuellement, on se disait, bon, on va avoir une baisse de taux qui va commencer à arriver, etc. Mais on ne savait pas du tout que on allait avoir une baisse de taux aussi violente. Parce que tout simplement, la Réserve fédérale est en train de se dire, il faut absolument qu'on éteigne le feu, l'escalade des tensions, les droits de douane, etc. Ça va faire chuter l'économie américaine. On est en train de ralentir très fortement l'économie américaine. Et ça se traduit également dans l'inflation. Vous voyez qu'actuellement, on est sur une inflation anticipée entre le mois d'avril 2025 et le mois d'avril 2024 de une inflation de 1,35%. Donc on est en dessous de l'objectif des 2% de la Réserve fédérale américaine, mais c'est une réduction de l'inflation qui est très probablement due au ralentissement de la croissance économique. D'accord? Vous avez moins de croissance économique, donc les gens dépensent moins, et si les gens dépensent moins et que les gens achètent moins, on ne peut pas augmenter les prix, d'accord? Parce que si vous augmentez les prix, les gens n'achètent tout simplement plus. Donc on a une baisse de l'inflation américaine qui est très largement due à une baisse des marges des entreprises. D'accord? C'est les marges des entreprises qui se réduisent pour pouvoir continuer à vendre. Ils réduisent leurs marges et donc ça vient faire baisser l'inflation. Ok? Et ici, vous avez justement une inflation qui est maîtrisée, une inflation qui chute. On devrait donc avoir des chiffres du CPI. Donc le CPI, c'est justement la publication de l'inflation qui aura lieu le 10 avril, hein, donc jeudi prochain. Jeudi prochain, on aura justement les chiffres de l'inflation du mois de mars, et probablement que le 13 mai, donc dans le prochain CPI, le CPI du mois de mai, on aura donc les chiffres de l'inflation du mois d'avril, hein, on est toujours à M-1, et on devrait avoir justement des très bons chiffres, hein, des chiffres excellents, avec une inflation qui serait aux alentours, enfin en dessous des 2%, en tous les cas. D'accord? Donc ça, c'est plutôt positif, mais le problème, c'est que c'est très certainement lié justement à un ralentissement de l'économie, et notamment de l'économie américaine. Et ça, Jérôme Powell le sait très bien, et donc son idée, ça va être forcément d'augmenter la liquidité pour venir combler un petit peu les craintes, pour venir remettre de l'huile dans les rouages de l'économie américaine et provoquer justement ce probable V-bottom qui aurait lieu comme ça. D'accord? Donc là, ça va être probablement très puissant. Le rebond va être probablement très puissant quand justement on aura un discours de la Fed qui sera beaucoup plus accommodante. On aura cette réserve qui nous dira, voilà, on aura Jérôme Powell qui va nous dire, bon, vu les fondamentaux de l'économie, vu l'ampleur de la crise, etc., on n'a pas envie que ça contamine tout le reste de l'économie, donc on va commencer à injecter de l'argent, puisque vous savez que quand vous injectez de l'argent
justement quand vous déclenchez la planche à billets pour la Réserve fédérale américaine, et ben, vous avez justement plusieurs mois avant que ça rentre dans l'économie réelle. Tout simplement parce que quand ils achètent des actions, etc., les actions montent, mais avant que ça se contamine et que ça descende petit à petit jusqu'à l'économie réelle, il va se passer beaucoup de temps. Et donc en fait, on a un risque, c'est que la Réserve fédérale américaine déploie de l'argent trop tard. Et en fait, que le crack financier se soit déjà introduit dans l'économie réelle avant qu'on ait un rebond justement par la Fed. Donc la crainte de la Fed, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'arriver trop tard. C'est d'arriver avec sa lance à incendie, mais quand le bâtiment est déjà tout brûlé et que de toute façon, il est trop tard. Il faut qu'ils arrivent au bon moment, d'accord? Ni trop tôt, ni trop tard. Et ça, justement, cette chute des marchés complètement orchestrée par l'administration Trump, hein, est en train vraiment de jouer son rôle. On a les acteurs de marché qui anticipent désormais plus de baisse de taux, hein. Vous voyez qu'on est déjà sur 5 sur l'année 2025. On a justement une inflation qui baisse. Et on n'a absolument aucun mot de la part de Trump. Trump qui nous dit que oui, oui, non mais Wall Street ça va aller, Wall Street ça va aller. Non mais il sait très bien, je veux dire, si vous croyez que Trump est le seul milliardaire qui n'en a rien à faire de la bourse américaine, vous vous trompez complètement. Alors je reconnais que c'est un jeu dangereux, hein, parce que si il provoque réellement une vraie crise, ce sera probablement pas contrôlable par la Fed, et dans ce cas-là, ça pourrait nous entraîner beaucoup plus bas. Mais actuellement, j'y crois pas du tout simplement parce que les marchés, probablement que ce que je vous dis, ils l'anticipent totalement, et donc ils jouent le jeu de Donald Trump. Actuellement, on a des incertitudes, donc on sort un petit peu de cash. Vous voyez que actuellement le dollar est complètement en train de baisser. On a eu une grosse chute sur la journée d'hier, hein. On avait un support ici aux alentours des 103 sur le DXY et on est venu complètement l'enfoncer, etc. Donc ici, on est vraiment en train d'enfoncer la valeur du dollar. On a toutes les monnaies qui s'apprécient face au dollar, hein. Donc l'euro, on a eu un rebond de l'euro qui a été très fort. Alors évidemment, tout ça, c'est scruté par Donald Trump et son administration. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous donne pour notre fameux Bitcoin? Ok, donc sur le Bitcoin, vous voyez qu'ici, on a globalement un triangle de compression qui s'est formé. On est globalement en train de resserrer les bandes de Bollinger, hein. Si ici je vous les affiche, vous voyez que les bandes de Bollinger elles sont tout doucement en train de se resserrer. Et on a un Bitcoin qui a plutôt bien tenu, hein, sur justement ce crack du S&P 500. Alors justement, il a bien tenu parce que très vraisemblablement, il avait déjà beaucoup chuté et il avait beaucoup rincé de monde. Vous voyez qu'ici, en fait, on est venu juste là sortir un maximum de monde en cassant ces deux trendlines majeurs. On est venu les casser à la hausse, faire un fake out. On a fait semblant de partir à la hausse. On a beaucoup de personnes qui se sont positionnées à l'achat en se disant ça y est, on va repartir à la hausse. Puis finalement, le marché a chuté. On est venu ici faire exactement la même chose, un fake out, où là on a beaucoup de personnes qui sont parties vendeurs et qui sur ce rebond sont en train tout doucement de se faire sortir. Et actuellement, le scénario que j'anticipe le plus, si je vous montre également sur Ishimoku, qui nous donne des signaux très intéressants, on pourrait avoir justement, juste là, vous voyez qu'ici, on a la Kijun et la Tenkan qui sont quasiment collées l'une à l'autre sur cette fameuse résistance aux alentours des 84 à 85 000 dollars. Ok, donc ça, c'est très très probable qu'on revienne justement retravailler ces niveaux de prix. Et donc je vous explique le scénario que je joue, hein. Donc vous voyez que ici, entre 84 et 85 000 dollars, ici sur cette zone bleue, c'est justement notre résistance de la Tenkan et de la Kijun sur Ishimoku. Vous avez également cette résistance que j'ai matérialisée ici par ce rectangle bleu. Donc potentiellement, on pourrait avoir ce qu'on a eu juste ici, hein, globalement sur la cassure de cette trendline entre le 7 et le 9 mars 2025. Vous avez eu ici une compression de la volatilité jusqu'à avoir une cassure franche de cette trendline. Et ça, c'est probablement quelque chose qu'on pourrait avoir. Ici, on a sorti tous les acheteurs. Ici, on a sorti tous les vendeurs sur ce fake out également. On pourrait remonter, venir ici longer cette trendline et puis arriver une fois dans le week-end, venir franchement la casser et refaire justement ce fameux rééquilibrage, hein, parce qu'on a très fortement chuté ici sur le S&P 500, donc il est très fort probable qu'on atteigne ici, qu'on réatteigne des niveaux qui soient ici le travail de cette zone aux alentours des 60 à 60, ici globalement entre 79 et 76 000 dollars. On pourrait donc avoir un mouvement qui se ferait rapidement comme ça, hop, avec ici une chute, ici un retravail de la zone avant une reprise.
haussière. D'accord? Donc ça dépendra bien entendu du S&P 500, mais actuellement, je m'attends pour ce week-end, justement, avec la baisse de la liquidité disponible, hein. Vous savez que c'est très facile pour n'importe quel gros portefeuille de faire bouger le prix du Bitcoin sur un week-end. Parce que globalement, toutes les bourses mondiales sont fermées, donc vous n'avez plus de traders institutionnels, vous avez que les exchanges et les particuliers. Donc c'est très facile, avec quelques dizaines, quelques centaines de bitcoins, vous faites bouger le prix très facilement. Et donc c'est fort probable de venir rechercher cette zone ici qu'on avait retravaillé juste sur cette mèche, ok, entre 76 et 79 000 dollars. Alors, ça ne m'empêche pas du tout d'être haussier. Actuellement, j'ai tous mes indicateurs qui me disent que on est haussier sur du moyen terme. Ça, c'est du très court terme, hein, ce week-end, éventuellement la semaine prochaine. Mais vous voyez qu'on a probablement des très très beaux signaux qui vont arriver. On a justement une baisse de taux qui est en train de s'accentuer. On a une inflation qui est mesurée. Si on regarde sur l'analyse on-chain également, alors ici sur les ETF Bitcoin, vous voyez qu'ici on a enregistré une baisse des inflows sur la journée d'hier. Alors c'est logique, hein, forcément, quand les marchés américains baissent, bah, vous avez de la vente sur les ETF, quels qu'ils soient, et Bitcoin en fait partie. Et sur l'analyse on-chain, vous voyez qu'ici on n'a pas eu de capitulation. Ici on n'a pas eu de prise de perte, ni de prise de profit marqué. Alors forcément, on a assez peu baissé, il n'y a pas eu de capitulation, donc il faudra justement peut-être attendre justement une augmentation ici de cette courbe rouge. Ici, vous voyez qu'on est toujours sur des niveaux assez neutres sur le MVRV, hein, donc ici c'est justement la capitalisation achetée versus la capitalisation actuelle. Donc il faut que ce niveau soit pas trop haut, parce que sinon ça nous indique un indicateur de surchauffe qui fait que tout le monde est en profit. Actuellement, on est assez bas, donc voilà, on est sur des niveaux assez neutres. Ici, ce qui est intéressant par contre, c'est justement l'accumulation des whales. Vous voyez que ici, sur ces zones-là, sur cette zone de compression, on a justement des grosses zones d'accumulation. Ici, on a des pastilles rouges, oranges, etc., qui sont en train de se matérialiser. Vous voyez que globalement, ça se pose généralement dans des bottoms. Donc c'est possible qu'on soit là, qu'on ait besoin de refaire un check ici, de faire un double bottom. Ici, comme on avait pu le faire entre le 5 août et le 5 septembre. Donc ici, potentiellement, on devrait aller chercher 76, 75, 77 000 dollars. Alors ça va être très difficile de choper le bottom, hein, d'autant qu'on peut l'enfoncer. Mais actuellement, c'est le scénario que je privilégie, justement, sur une baisse de la liquidité disponible sur ce week-end. Vous voyez qu'également ici sur le SOPR des whales, donc les gros gros portefeuilles, vous voyez qu'ici on a un comportement qui est, on n'a pas basculé en dessous de cette ligne de 1, de ce point d'inflexion. Ici on a une courbe qui redescend, c'est assez naturel, hein, sur un prix qui a un petit peu chuté. Donc il faudra surveiller ça. On ne veut pas voir la courbe passer en dessous de 1, mais par contre la voir retoucher les 1, c'est plutôt positif. Ça nous indique qu'on a une respiration de marché et qu'on a justement potentiellement du jus pour aller plus haut. Au niveau des recherches Google, toujours absolument aucun retail qui arrive sur le marché, hein. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais justement des 3 catalyseurs de hausse. Ça fait partie des 3. Donc ici, potentiellement, bah, ça va encore nous donner plus de jus quand on arrivera à attirer du monde, mais forcément pour ça, il faut que le prix augmente. Au niveau du Fear and Greed Index, on est actuellement à 28%. Donc on est dans la peur, hein. On est actuellement dans la peur. On n'est pas encore dans l'extrême peur. Mais ça ne devrait pas tarder si jamais on a le mouvement que j'anticipe. Ici, vous voyez que bah, globalement, on n'arrive pas à reprendre de l'euphorie, hein. Sur les montées, on est probablement souvent dans le déni. On a l'impression que les montées ne vont pas durer. Et à chaque fois qu'on a une baisse, on se dit, bon, ça y est, on va tout enfoncer. 70, 65, je commence à voir des targets en dessous de 60 000 dollars, etc. En cas de capitulation, etc. C'est très bon signe, hein. Quand les gens commencent à parler d'objectifs de prix très très bas, c'est généralement plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est proche justement du point bas. Toujours sur l'analyse on-chain, on est sur la market cap des stablecoins. Vous voyez que ici, cette courbe, c'est la market cap globale des stablecoins. Vous voyez que quand cette courbe a tendance à augmenter, c'est généralement bon signe. Ça veut dire qu'on a de plus en plus d'impressions de stablecoins. L'impression des stablecoins, c'est quoi? C'est une banque qui a 100 millions de dollars, qui va voir Tether ou Circle et qui leur dit, bah voilà, moi je vous donne 100 millions de dollars papier et en échange vous me donnez 100 millions d'USDT ou d'USDC, d'accord? Et donc justement, plus ça augmente, plus ça veut dire que on a des acteurs de marché qui se décident à aller dans la crypto.
et potentiellement donc acheter des cryptos par la suite ou acheter du Bitcoin, ok? Puisque justement c'est le premier signal faible de l'investissement en crypto, c'est justement de convertir ces monnaies fiat en stablecoin. Et donc vous voyez qu'ici on est toujours sur une courbe qui a tendance à augmenter, donc c'est plutôt positif. Ça nous indique que justement on n'est pas sur une stagnation ou sur des acteurs de marché qui commencent à sortir du marché. Ici on est toujours sur des acteurs qui rentrent dans le marché. Donc ici au niveau du RSI, je suis en daily, ici j'ai une heatmap des RSI, ça me permet de savoir au niveau des cryptos, est-ce qu'on est plutôt sur des cryptos qui ont un RSI plutôt neutre, plutôt en surachat, plutôt en survente, etc. Vous voyez que globalement ici on est sur des niveaux assez faibles, on n'est pas encore en survente, on n'est pas dans la zone en dessous de la zone des 30 pour les RSI, alors il y en a quand même un certain nombre qui sont justement dans cette zone-là. Vous voyez qu'ici, si vous regardez, vous avez à gauche les cryptos qui sont les plus capitalisés et à droite celles qui sont les moins capitalisées. Et vous voyez que bah, forcément, ici, plus on est bas dans les cryptos faiblement capitalisés, plus elles ont tendance à avoir un RSI qui est très bas, parce que vous avez des cryptos qui sont beaucoup plus volatiles. Donc un mouvement de baisse de 5% sur BTC se retrouve généralement sur un mouvement de 40% de baisse sur des toutes petites cryptos. D'accord? Et à l'inverse, hein, quand Bitcoin augmentera un petit peu, eh ben, on devrait avoir cette courbe qui serait inversée, d'accord, avec un RSI qui serait en surachat très fort sur les petites capitalisations. Donc ça c'est assez évident, mais bon, actuellement du coup on n'est pas sur des niveaux d'euphorie. On peut le voir également juste là, hein, c'est justement les funding, donc les taux de financement sur les principales cryptos, les plus grosses cryptos. On est actuellement sur des couleurs vertes, bleues, etc. qui nous indiquent qu'on n'a pas du tout d'euphorie. Par comparaison, hein, si je vous montre ici le graphique sur un an, vous avez ici justement les zones d'euphorie qui sont marquées quand on est en orange, en jaune, etc. Donc ici, bah, sur l'année dernière, vous voyez que sur une année glissante, on a eu assez peu d'euphorie, on en a eu un petit peu lors de l'élection de Trump, et puis globalement, ça s'est assez vite estompé. Au niveau des taux de financement sur BitMEX, BitMEX qui est une plateforme de whale, vous voyez qu'à chaque fois, hein, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo également, à chaque fois qu'on a une baisse assez importante de ces taux de financement, c'est globalement des bottoms. Donc ici, c'est à surveiller parce que justement, ici, vous voyez que sur le range qui nous avait occupé toute l'année 2024, on avait eu ici des points bas qui étaient trouvés justement quand on passait sur des taux de financement négatifs. Ici, c'est ce qu'on a un petit peu eu. Pas énormément, c'est pour ça que j'anticipe potentiellement un point bas un petit peu plus bas. Je pense pas qu'on va enfoncer le niveau des 76 000 dollars. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on va créer notre W à partir de ce premier point bas et qu'on devrait avoir notre second point bas justement entre 77 et 79 000 dollars. Mais c'est possible qu'on aille un peu plus bas, hein. Je peux me tromper sur l'amplitude du mouvement. Ça dépendra un petit peu de l'amplitude de la capitulation. Mais c'est quelque chose qui pourrait très largement arriver. Au niveau du Coinbase Index, hein, vous savez également que globalement, les bottoms se posent quand quand le premium sur Coinbase est négatif, donc quand cette courbe ici est très basse. Donc ici, c'est un petit peu ce qu'on a eu, mais vous voyez que ici, bah, globalement, ici, ce qu'on avait eu le 28 février avec cette forte chute, ou ce qu'on avait pu avoir sur le 10 mars, ça s'était fait justement sur des niveaux de premium qui étaient très bas. Donc potentiellement, ça justifie la théorie d'avoir une deuxième jambe baissière. Donc ici j'en ai parlé. Et sur l'order flow, alors c'est intéressant de voir sur l'order flow que ici encore une fois, on a absolument pas de hausse de l'open interest. Vous avez ici donc l'open interest qui reste très faible. Ça veut dire que les acteurs sont actuellement statiques. On n'a personne qui prend position, ni à la hausse ni à la baisse. On a quelques paris un petit peu directionnels qui se passent, mais globalement, tout le monde est dans l'attente. Tout le monde espère que le Bitcoin remonte pour pouvoir vendre un peu plus haut ou que le Bitcoin baisse un petit peu pour pouvoir racheter plus bas. Mais actuellement, on a personne qui se positionne. Donc ça pourrait justement justifier un mouvement de forte amplitude dans les jours à venir. Ok? Donc globalement, je tiens à le préciser, je suis toujours haussier pour la suite et même plus que jamais. Vous avez la plupart des indicateurs qui nous indiquent des choses très intéressantes, hein. Vous avez le Tether Ratio Index qui nous indique que justement ici on a trouvé justement des points bas potentiels. On a également le H-Ribbon qui nous a justement affiché une pastille bleue. Donc potentiellement ici on est sur des niveaux d'achat qui sont très très intéressants. Ok, il faut garder la tête froide justement avec la première partie des choses que je vous ai dit dans cette vidéo.
Donald Trump est conscient de ce qu'il fait. Il est très certainement en train de jouer à un jeu qui est probablement dangereux, mais qui pourrait déclencher une vague de hausse très puissante. En tous les cas, moi actuellement, j'ai déjà des ordres d'achat qui sont positionnés sur des altcoins, sur des niveaux de prix qu'on pourrait atteindre plus bas. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée aux altcoins, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tous les cas, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ne paniquez pas en cas d'une baisse du marché, surtout si on reprend juste ces niveaux aux alentours des 76-70 000 dollars. Et souvenez-vous d'une règle, on vend sur résistance et on achète sur support. Je vous remercie, à bientôt.